Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est 2 lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve c'est de faire le tour du monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast. Et après, comment je ferai le tour du monde? J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Et aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Quand j'étais petite, je rêvais d'être Jenna Working Girl. Sinon rien. Sinon rien. C'est ça, c'est 30 ans, sinon rien. Working Girl, rien. Bienvenue dans la seconde partie de cet épisode qui est consacré à la chanteuse Manon Sarah, où il est question de processus créatif, de l'entourage professionnel et du tempo pour parler de son projet avant sa sortie. Et bien d'autres sujets encore. Belle écoute. J'aimerais reprendre avec la question du processus créatif, si tu es d'accord. Yes. De savoir peut-être comment tu as créé, comment te sont venues les paroles et puis la cadence, la musique de T'attends quoi? Et puis peut-être de continuer sur Cœur fantôme. En tout cas, comment tu crées? T'es d'accord? Oui, bien sûr. Oui, super intéressant parce que c'est pas du tout les mêmes processus de création en plus entre ces deux singles. Donc le premier, c'est j'ai travaillé avec Teddy Attia, qui était de base le prof de chant avec qui je voulais prendre des cours et qui m'a fait chanter et qui m'a dit ok, j'ai un studio, moi j'adore composer, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble pour te faire un premier son parce que vraiment il y a quelque chose à faire. Et donc on s'est posé autour d'un piano, il a commencé à faire différents accords et à un moment il a fait une suite d'accords que j'ai adoré, j'ai fait cela. On prend cela et j'ai commencé à chanter dessus un peu en yaourt. Ça veut dire quoi chanter en yaourt maintenant, Sarah? Chanter en yaourt, c'est... Je suis très visuelle, alors là... c'est quand tu chantes en anglais, français, c'est plus des syllabes, des consonnes qui sortent sans vraiment de sens, tu crées ton propre langage des Sims. Je sais pas si tu te rappelles du langage des Sims, oui, joué aussi. Très chelou. Très chelou, bah, c'est exactement ça qui sort. Moment chelou au studio où tu joues sur des accords de piano en slim, et c'est à ce moment-là que tu te laisses aller, que tu trouves les mélodies. Et à un moment, tu as une mélodie qui te plaît et tu commences à écrire. C'était très dur d'écrire, très très dur. Ma première fois, je me suis même dit que j'allais être que interprète, bosser pour des gens qui composent et qui écrivent, et moi passer derrière en mode salut. Ouais, prêter ta voix. Exactement. Et au final, on m'a poussée à écrire et je me suis mis un petit coup de pied aux fesses. Et maintenant, je ne peux pas me passer d'écrire. Je ne supporterai pas chanter les mots de quelqu'un d'autre. En tout cas, aujourd'hui. Comment tu t'es mis un coup de pied aux fesses? Si tu devais donner... Peut-être qu'il y a des futurs... des gens, en tout cas, dans nos auditeurs qui ont un attrait pour la chanson et qui se sentent très mauvais écrivains. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place pour travailler justement ton écriture et la création autour de l'écriture? Parce que j'ai compris pourquoi j'avais peur d'écrire et pourquoi je voulais pas écrire. Peut-être que ça s'entend pas là tout de suite, mais je bug souvent sur les mots, j'inverse les syllabes ou je vais inverser les mots dans les expressions. Et j'ai toujours eu une manière de parler très, pas brutale, parce que ça va, c'est pas non plus brutal comment je parle, mais en théâtre, un de mes profs m'avait demandé de résumer une pièce de Molière, je sais plus laquelle. Et je lui avais vraiment résumé la pièce, mais limite dans le langage familier. Très familier, ouais. Comme je pouvais parler à une copine dans la rue, à un café, après. Et à la fin, donc, je suis emballée par ce résumé. Donc je raconte, ouais, donc lui, il a voulu la pécho, mais elle voulait pas.
Et à la fin d'avoir fait tout le résumé, je regarde mon prof et je m'excuse. Et je lui dis, je suis désolée, je parle pas correctement, pardon. Je me suis vraiment sentie honteuse d'avoir expliqué à ma manière les choses. Et là, le prof, il me dit, mais c'est magnifique, il n'y a que toi qui parles comme tu parles, MS. Enfin, Manon Sarah, il n'y a que toi qui parles comme ça. Et t'excuses pas. Je t'ai demandé de me résumer, j'ai très bien compris, c'était avec tes mots, ton langage. Mais l'essentiel, c'est que j'ai compris et c'est que ça m'a touchée et c'est ta singularité. Personne ne parle comme toi. Et c'est comme ça que quand j'ai voulu écrire, j'osais pas, j'avais peur qu'on me juge sur ma manière d'écrire, de dire les choses, et aussi cette confiance en soi qu'on n'a pas forcément dès le début. Et je me suis rappelé que j'avais peur d'écrire parce que je pensais que je parlais mal ou que j'écrivais mal. Et non, en fait, c'est ma singularité et j'arrive à toucher les gens de comment ma manière de m'exprimer peut toucher les gens. Donc go, fonce. Il y a deux choses que je trouve belles dans ton témoignage. La première chose, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et je trouve que quand, tu vois, scolairement, parce que là, on peut dire que c'est un exercice scolaire de résumer une pièce de Molière, on va avoir tendance à se censurer en se disant il faut rentrer dans les codes. Donc, pour parler de Molière, il faut parler, comment on dit un langage soutenu ou un langage d'époque. Ouais, et que si je parle verlan, argot ou familier, finalement, je manque de respect à l'auteur et à la langue qu'il emploie. Et que je trouve que dans beaucoup de situations comme ça, où on a une contrainte et un objectif, on a tendance à s'interdire beaucoup de choses, là où ce qui n'est pas interdit explicitement est autorisé. Et on se s'aborde quoi dans son originalité, dans sa singularité. Mais tellement. Et je trouve que tu vois, élargi et au salariat et à l'entrepreneuriat, parfois je pense que si on s'autorisait un peu plus les choses, il y aurait plus peut-être de joie, de spontanéité, d'originalité dans ce qu'on aurait à vivre. Et s'il y a une invitation à faire par rapport à ton témoignage, ce serait ça, quoi. Autorisez-vous les choses. Tant que c'est pas interdit, c'est possible. Non, mais c'est ça. Et puis au bout d'un moment, il faut se lâcher la grappe aussi, je pense. Parce que on se freine et on s'interdit de faire des choses souvent par peur. Et il faut comprendre que la peur, il existe deux types de peur. La première qui est une peur instinctive, mais qu'on ne contrôle pas. C'est notre corps qui va réagir face à un danger. Et puis tu as la peur imaginative, c'est-à-dire c'est avec nos scénarios, nos hypothèses qu'on se crée nous-mêmes dans notre petite tête, on va se mettre des bâtons et on va se créer des peurs qui de base ne sont même pas là, ne sont pas réelles. Et tu vois, j'avais peur d'écrire parce que j'avais peur qu'on me juge. Mais en fait, les gens, personne ne me jugeait, personne n'était dans la salle, personne. Et au contraire, quand j'ai montré mes premiers textes, les gens aimaient. Tout ça, je me le suis fait dans ma tête. Et il faut apprendre à lâcher prise et se dire tu te fais plus de mal qu'autre chose en t'interdisant de faire là. Ouais. Et puis tu parles d'un autre sujet qui est la singularité, où finalement tu fais droit à ta propre voix, à ta propre manière de t'exprimer, et tu découvres petit à petit à travers l'écriture ton style. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Oui. Ok. Bon, alors peut-être que c'est compliqué à voir quand vous n'avez que 2 chansons de disponibles sur les plateformes, mais pour le reste, pour les autres, les futurs qui viennent, j'ai écrit depuis une 30aine de chansons et je me rends compte que oui, j'ai trouvé mon style, ouais, quelque chose de très reconnaissable. T'as trouvé ta patte. Oui. Tu pourrais essayer de le décrire, ton style ? C'est pas forcément une question facile. Hein. Ah bah, c'est tellement pas facile du tout, même. Ok, alors joker. Il y a des jokers, hein, c'est possible. Non, attends, on va essayer quand même d'y répondre. C'est juste que je m'y attendais pas. Tu sais, c'est comme la fameuse question présente-toi d'un coup quand tu t'y attends pas et que tu oublies qu'est-ce que tu fais, qui tu es et combien t'as d'enfants ou pas, tu vois. Alors, dans ces cas-là, ce que je te propose, c'est d'y réfléchir et puis si ça vient plus tard, tu vois, d'y réfléchir. Non, parce que sinon on va jamais y revenir. Il faut juste que je me pose 2 secondes. Mon style, c'est très imagé. Je marche beaucoup avec de base les visuels, Je vais souvent dans des musées de photographie, le centre européen de l'image par exemple à Saint-Paul dans le Marais, pour écrire des chansons. Ça m'inspire énormément, les films aussi m'inspirent. Et du coup, c'est souvent des métaphores ou des comparaisons très imagées quand j'écris.
et simple, direct avec mes mots. Je cherche pas à utiliser les mots de quelqu'un d'autre, ça va être un style, ouais, je veux dire direct, et en même temps, c'est pas non plus cru, mais c'est plus. C'est sans détour. Oui, voilà. Bah, oui, et puis en plus, là, les sujets dont j'aborde, c'est l'amour, ou en tout cas des phases de l'amour. On sait tous de quoi on parle, ça sert à rien de faire tourner autour du pot. Tu disais, il y a des films aussi qui t'inspirent. Tu pourrais donner quelques atmosphères, des films qui t'inspirent? J'adore les comédies romantiques. Et là, des noms. C'est la fameuse question de présente-toi. Et s'il y avait une autre question, quand tu es en phase de création comme ça, d'écriture, donc tu l'as dit, tu as tes atmosphères dans le Marais qui vont t'inspirer, des films plutôt happy end, des comédies musicales plutôt naïves dans le style, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, pas du tout. Pas naïf pour toi? Ah bah alors vas-y, dis-nous alors. Ah non, non. J'adore m'inspirer de ce que je peux voir, mais surtout pas. Je t'écoute mes chansons, c'est pas tout est beau, tout est rose, tout est une happy end, tu vois. C'est plutôt parler de l'amour, ce sujet qu'on peut voir un peu partout parce que c'est un sujet universel, mais à ma manière. Et donc oui, je vais m'inspirer de comédies romantiques, mais je vais pas faire une chanson niaise de y finir heureux et ayant beaucoup d'enfants, tu vois. Ah oui, non, je disais pas que tu copiais le style, je disais simplement que c'est un style cinématographique qui t'inspire. Ouais. Et la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que le fait qu'il y ait tu vois, comment tu t'influences des chansons déjà existantes? Parce que moi, j'ai déjà entendu des artistes qui me disaient qu'en phase de création, ils avaient besoin de s'isoler pour, entre guillemets, pas être influencés par le style des autres. Mm. Là où certains étaient très à l'aise avec le fait que bah, tout a déjà été dit, créé, tout existe déjà, tout a déjà été abordé et que eux, c'était vraiment très à l'aise pour s'inspirer. Et attention, s'inspirer, pour moi, c'est pas copier. S'inspirer, c'est vraiment trouver ce qui nous fait vibrer dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on ressent. Et ça nous permet vraiment de recentrer sur notre patte. Là où copier, c'est prendre les ingrédients chez l'autre et puis faire un espèce de copier-coller un peu foireux, faut le dire, quelle que soit l'activité, tu vois. Ouais. Du coup, comment toi, tu es avec le fait qu'il y a plein d'autres chanteurs avec des styles similaires aux tiens? Comment tu es avec ça? Si tu as envie de répondre, hein, évidemment. Bien sûr. Hein. Inconsciemment, on copie tous, c'est normal. J'aime beaucoup la pop britannique, Jessie J, Rita Ora, Mabel, Dua Lipa. Évidemment, quand je vais essayer de créer un nouveau son toute seule dans ma chambre, je vais refaire les mêmes types d'accords, le même choix d'instruments. C'est obligé qu'on s'inspire. Enfin, en tout cas, moi, je m'inspire et j'ai pas de problème à. Par contre, je me coupe et je le fais en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris, où je dis à mon arrangeur ou d'autres musiciens avec qui je travaille, voilà, je m'inspire de cette chanson-là, ça va être ce thème-là, j'aimerais faire cette mélodie. Et un peu comme cette chanson-là, tiens d'ailleurs, vous l'avez écouté, le dernier single du Alipa, vous voyez à un moment les drums ils font ça, j'aimerais faire ça. Et ensuite, on fait une pause d'une semaine, 2 semaines, et on revient dessus. Et si vraiment ça nous choque à l'oreille de ah ouais, une fois j'avais fait un copier-coller de Kavinsky Night Cold. Ouais. Je m'en étais pas rendu compte. On réécoute ça 2 semaines plus tard, on peut pas sortir ça. C'est pas possible. Là, ça c'est du copier-coller et on s'est pas inspiré. Là, vraiment, on a mis la même. Faut bosser quoi. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais du coup, dans les deux marches pour répondre à ta question, c'est important de s'inspirer et inconsciemment tu le fais, donc ça sert à rien de se voiler la face. Mais il faut savoir prendre du recul sur savoir faire des pauses, je pense aussi. Pour prendre du recul sur ton travail. Ouais. Okay. Parfois, on a tellement la tête dedans qu'on se rend plus compte. Ouais. Et quand tu dis que tu t'es entourée d'une équipe, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui veulent s'associer, qui veulent trouver des associés, des partenaires? Enfin, c'est plus que des partenaires, c'est des associés de travail. Comment toi, tu as choisi ton équipe? Très bonne question. La vie a été bien faite pour moi. C'est un peu du hasard. Premier conseil,
déjà, je dirais de pas bosser avec ses amis, mais ça veut rien dire parce qu'il y en a d'autres avec qui ça marche, d'autres avec qui ça marche pas. Pourquoi Ouais. pas bosser avec ses amis? Pourquoi toi, en tout cas, c'est ton parti pris? Pour le domaine de la musique spécifiquement, je trouve que j'adore retrouver mes potes et de pouvoir couper les ponts. Ok. C'est-à-dire, je travaille pas, on parle pas musique, on parle d'autres choses et tu vis. Et comme j'ai besoin de vivre pour écrire, pour avoir ma créativité, je peux pas me dire, je vais revoir mes potes, on travaille ensemble, non. Parce que aussi après, j'ai pas non plus 36 millions de potes, donc si je dois travailler avec 2-3 de mes amis, ça m'embêterait de pas pouvoir, j'arriverais pas à couper les ponts, je pense. Mais il y en a à qui ça marche très bien, donc ça c'est vraiment personnel. Mon équipe, comment je l'ai créée, pardon, je t'ai coupé, t'allais dire un truc. Bah, en fait, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis il faut vivre pour écrire et finalement, l'amitié, elle te sert aussi à vivre d'autres instants, d'autres expériences, à te nourrir finalement sans avoir le calcul de on travaille ensemble et donc on pourrait vivre des choses artificielles parce qu'on travaille ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Tu oui, vois. oui. Et que j'ai un entrepreneur qui m'a dit ça, qui a refusé d'être interviewé parce qu'il m'a dit, tu vois, là, en fait, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de couper, de pas avoir à analyser ou à expliquer ce que je fais. J'ai vraiment besoin de vivre l'instant sans me poser de questions pour ensuite être de nouveau disponible pour parler de ce que je fais. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis aussi, c'est que si tu veux écrire, bah, tu vas pas forcément lire que des choses sur l'amour ou que des écrits qui ressemblent à ton style. Tu vas aller voir d'autres écrivains, d'autres sujets, d'autres manières, d'autres styles pour t'en inspirer, pour t'en imprégner et pour ensuite revenir à ta patte. Oui. Ok. Exactement. Et c'est important aussi d'avoir une... On a tellement de pression tous les jours en tant qu'entrepreneur dans est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que je fais les choses bien, et aïe, j'ai fait ci, mais est-ce que c'est... On a tellement de pression si en plus on ne peut pas avoir ce côté détente. Là je vais voir mes potes, je vais décrocher, je vais plus travailler, je vais pas parler boulot, ça va me faire du bien. Pour moi c'est trop important cette zone de décompression, tu vois, là je suis bien, je suis avec mes amis, des gens qui m'aiment, qui me respectent, que j'aime, que je respecte. Ça va être un moment agréable et ça va me redonner des forces pour plus tard. Que ce soit pour ma créativité, que aussi pour ce besoin et cette énergie de travailler et se donner à fond. Du coup, tu disais ça s'est fait un petit peu par hasard. Oui, alors je sors mon premier son avec Teddy. Et ensuite, donc Teddy commence à avoir d'autres opportunités à côté, à travailler. Je rencontre une autre personne qui... Alors comment ça s'est fait? Ok. Je commence à écrire de mon côté. Et je trouve ça un peu nul de bosser solo. C'est encore une fois du cas par cas, mais je trouve que quand tu fais une chose, une chanson par exemple, j'aime que ma créativité elle soit un peu bousculée et qu'une autre personne et sa créativité rencontrent la mienne pour qu'une idée A et son idée B mis ensemble, ça donne une idée C auquel on n'aurait jamais pensé si on avait été solo dans notre chambre. C'est l'alchimie des idées. Et l'alchimie des idées, et même ça te stimule, tu vas plus loin parce que vous êtes deux et je trouve pas cette personne. Donc j'ai d'autres amis musiciens, je leur en parle et j'ai un ami, d'artiste Sillon, qui me dit écoute, moi je bosse avec quelqu'un qui est très chouette, si tu veux, je peux te passer son contact. Et du coup, en fil en aiguille, on s'est ajouté sur Instagram, on a discuté et le courant est super bien. On a créé Cœur Fantôme ensemble d'ailleurs, c'est Nathan Cochery. Ça s'est très bien passé, le travail a été très fluide tout de suite. Et au-delà du travail, c'est qu'aussi, on s'entend bien, donc c'est toujours très... J'ai vu des potes travailler avec des gens très talentueux, mais avec qui ils s'entendaient pas du tout humainement, donc ils étaient aussi très malheureux. Et encore une fois, pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je peux pas faire le compromis de être mal, d'aller au travail mal, ou de faire des choses en... Alors oui, il bosse bien, mais je suis pas à l'aise avec lui, j'arrive pas à rigoler, je suis tendue. Ouais. Donc ça s'est fait comme ça, et en travaillant avec Nathan, une autre personne m'a envoyé un message sur Instagram, Camille, un ingé son qui a son studio dans le 9e et qui a dit je suis tombée sur T'attends quoi, j'aime beaucoup ta voix, bravo, j'aimerais bosser avec toi, ça te dit viens au studio, on en parle. Et je venais de trouver Nathan avec qui bosser, donc je me suis dit oh j'y vais vraiment. Et pareil,
alchimie totale et on a bossé tous les trois sur Cœur Fantôme finalement. Il a fait le mixage. Nathan a bossé l'arrangement avec moi et voilà. Ce que je trouve chouette dans ce que tu nous partages, c'est que j'ai l'impression que, tu me dis, hein, ta chanson, c'est pas toi au centre de ta chanson, c'est toi dans le partage autour d'une création avec d'autres, avec cette fameuse alchimie. Je trouve ça chouette parce que, en tout cas, pour le peu de l'univers musical que j'ai traversé quand j'étais dans la culture, je trouvais que c'était très égocentrique, le milieu de la chanson, tu vois, très narcissique, et du coup, parfois, pas ou peu accessible pour moi. Et je trouve que la façon dont tu parles de ces collaborations-là, de cette créativité collective, elle est très très belle et elle est très inspirante pour toi. En tout cas, c'est ce qui marche pour toi. Oui, et puis c'est un travail d'équipe, même si l'équipe elle fait partie de l'ombre. N'importe quel artiste que tu vois au top des charts aujourd'hui bosse seul. Il y a des gens qui sont derrière, des musiciens, des ingé-sons, des tourneurs, des managers. C'est beaucoup de travail derrière et c'est que en faisant un travail de team, enfin d'équipe, que ça peut aller haut et bien, enfin, avec une bonne structure. Tout seul, c'est trop dur. On peut vouloir faire tout seul à un moment donné. C'était Riles qui en parlait. Je sais pas si tu connais Riles, un rappeur qui faisait tout seul. Et dans ses interviews, à la fin, il disait j'arrivais pas à déléguer, mais j'ai dû déléguer parce que il faisait ses instrus, il faisait le mixage, il faisait ses pochettes de singles. Il en faisait une par semaine. Et il a dû à un moment donné déléguer pour que ça prenne plus d'ampleur. J'ai décidé de vous passer un extrait de l'émission Click de septembre 2019 qui commence par un discours de Snoop Dogg que je vous invite à écouter attentivement et sur lequel enchaîne le rappeur Riles justement qui parle de comment bien s'entourer. Et on regarde le discours de Snoop Dogg. I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Est-ce que Riles peut remercier quelqu'un d'autre que Riles? Ouais, là actuellement, ouais, je pense. Au début, non. Tu vois, au début, c'était juste moi-même. Mais là, pour sortir l'album, pour réussir à m'en sortir aussi, ouais, là, faut que je remercie ma team, faut que je remercie Elisa, tous ceux qui sont derrière moi, parce que je pense que c'est bien de faire tout seul, mais à un moment, tu peux te faire rattraper par cette histoire des fois, il faut mettre son ego de côté, tu vois, et savoir demander de l'aide à des personnes, que ce soit des amis ou la famille, tu vois, juste. Mais ce discours, qu'est-ce qui vous a... Ouais, non, j'entends ce qu'il dit. Enfin, c'est vrai. C'est merveilleux de pouvoir faire les choses. Ça part de soi, c'est intime, et puis il y a un moteur qui est très personnel. Mais c'est vrai qu'après, c'est bien d'avoir du soutien. En fait, je trouve qu'à l'image de l'entrepreneur qui débute, a tendance à tout faire tout seul. Et il n'a pas le choix non plus. Il n'a pas le choix non plus parce que parce que c'est ton projet donc, financier. Parce que c'est ton projet, donc il y a une idée que tu veux déjà essayer de vérifier si tu peux la rendre concrète avec des choses précises, en tout cas des caractéristiques précises. Et c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans ce podcast, c'est qu'est-ce que je peux déléguer qui ne nécessite pas ma valeur, en fait, ma valeur ajoutée qui est spécifique. Moi, Manon Sarah, on ne peut pas remplacer ta voix, par exemple. Mais tu peux déléguer sur certaines choses et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est évidemment il y a la réalité temps et finances du début, mais je crois que c'est un état d'esprit de se poser la question de temps en temps, et c'est l'invitation que je vous propose, de vous dire tiens, si je devais déléguer quelque chose là, ce serait quoi? Ou si je pouvais me faire accompagner, soutenir par quelqu'un, qu'est-ce que ça m'apporterait? En quoi ça me soulagerait, en tout cas? Parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, tous les entrepreneurs, voilà, là, je pense pas dire une bêtise en disant que tous ceux qui ont été interviewés dans le podcast Entreprends tes rêves te disent qu'à un moment donné, ils ont été en binôme, ils ont été en soutien, ils ont demandé de l'aide, ils ont été accompagnés. En tout cas, qu'ils n'ont pas fait tout seuls. Et que
une illusion et puis même, je pense, le risque de se fatiguer très très rapidement, d'imaginer qu'on peut faire tout seul. Oui, et puis encore une fois, on ne sait pas tout. Enfin, c'est impossible de tout savoir, à part si on a 100 ans d'expérience, et encore. Et il y a des choses, il faut savoir déléguer pour que il faut mettre son projet en première ligne. Tu veux que ça marche pour ton projet, donc il faut prendre les personnes qui sont les meilleures pour t'aider. Par exemple, pour ma musique, je sais écrire, je sais composer, et encore, je débute dans la composition, donc il y a aussi des choses où je fais des erreurs, où j'ai besoin d'aide, où j'ai eu besoin d'aide de Nathan dans l'arrangement. Mais par exemple, Camille, il a fait le mixage. Je suis pas ingé son. C'est un vrai travail, ingé son. C'est des études, c'est un travail d'oreille. Le mixage, c'est, pour donner un peu la définition pour les gens qui connaissent pas, bien sûr, c'est mettre à niveau toutes les pistes d'instruments et de voix pour que ce soit agréable à entendre. C'est-à-dire que quand on sort du studio, les instruments et la voix, elles sont brutes. Il n'y a pas de traitement dessus. Et jamais elles pourront être mis à la radio, jamais elles pourront être mis sur les plateformes de musique. C'est impossible. C'est un peu comme... On a fait les courses, on a pris tous les ingrédients et le mixage, c'est celui qui va faire le gâteau, qui va mettre les bons dosages de farine, les bons dosages de levure, de chocolat pour faire un bon gâteau. Et donc ça, je sais pas faire le mixage, impossible. Je peux apprendre, hein. J'ai fait une petite formation, j'ai appris, je regarde tous les jours des tutos, mais c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, en 1 an, 2 ans. Et il faut savoir aussi reconnaître ce qu'on sait pas faire et où on a besoin d'aide, et aussi pour gagner du temps et pour apporter une nouvelle touche de créativité. Tu vois. Et alors la question qui me vient, c'est est-ce que toi, par exemple, quand tu composes, tu as une idée en tête du rendu que ça pourrait être, tout comme un entrepreneur pourrait avoir une idée du rendu d'un support de com, par exemple. Est-ce que tu as une idée précise ou bien c'est en faisant qu'avec Camille et Nathan, finalement, il y a des propositions qui s'invitent et vous faites, c'est au fur et à mesure que ça se construit. Comment vous faites ? Moi, j'adore les processus de création. Alors là, on peut être parti sur 4 heures. Mais tu vois, ça m'a toujours questionné dans la création artistique, et notamment dans la chanson, ou par exemple dans la peinture ou dans une mise en scène de théâtre, si, ok, il y a le travail collectif avec des propositions, des suggestions, de la discussion, mais est-ce que celui dont vient, on va dire, l'idée source, en l'occurrence toi, t'as une idée plus ou moins précise du rendu que ça doit être ? Oui. Ah. J'avoue que je sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais je sais ce que je veux dans mes chansons, dans mes créas. Donc en général, j'ai des maquettes déjà de fait que j'ai fait solo. Et les maquettes, c'est pas le produit final, hein, loin de là, mais ça donne le ton. Ok, c'est la direction. La direction, les top lines, enfin je veux dire, la manière dont les mélodies sont posées, on va les garder, celle de la voix, on va les garder. Et ça va aussi très vite avec du coup Nathan et Camille parce qu'ils savent ce que je veux et c'est d'autant plus facile de travailler avec des personnes avec qui on s'entend bien. C'est ce que je te disais, c'est que quand je leur dis non mais en fait ça je suis pas d'accord, j'aime pas, ou ça j'imaginais ça, j'aimerais ne pas à débattre sur ça, ils sont très ok. D'accord. Et par contre, oui, il y a des petits ajustements, bien sûr, qui se font au fur et à mesure. Et quand avec des gens de confiance, bah, par exemple, Nathan, ça lui est déjà arrivé de dire, bah, ça, vraiment, je pense que c'est pas une bonne idée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a dû me dire 5 fois pour que je me dise, ok, en fait, t'as raison, Nathan, tu vois. Et en fait, ce qui s'entend dans ce que tu racontes, c'est que je pense qu'une bonne équipe, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est qu'une bonne équipe, elle n'est pas forcément d'accord, et qu'après on se connaît suffisamment les uns les autres pour faire passer l'information de non, là je pense que ça va pas coller. Et ça peut être en termes de stratégie dans une équipe, tu vois, parfois on a la même vision mais on n'a pas la même méthode pour y parvenir, et puis c'est à force de discuter et d'être en désaccord que ça va s'entremêler et que ça va se décider. Mais je trouve que quand tu connais bien tes partenaires, tu sais que parfois t'as des chevaux fous, t'as des gens qui vont être plus dans la retenue mais qui vont être ultra pertinents, et c'est cette alchimie là entre les personnalités et la diversité entre les personnalités au service du projet qui font que c'est constructif. Ah bah oui, totalement. D'ailleurs, on dit souvent dans une équipe qu'il vaut mieux s'entourer de gens qui sont différents de toi, justement pour amener ces contrastes-là. Mais 100%, totalement d'accord.
Et même, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis et d'imaginer là mon équipe, on est totalement différents les uns des autres. On n'a pas la même personnalité, on n'écoute pas les mêmes genres musicaux, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas le même âge, on n'a pas... Enfin, vraiment, on n'a pas les mêmes cultures. Enfin, c'est vraiment... Et c'est pour ça que c'est beau et que... ce que tu disais tout à l'heure, il faut choisir des gens, s'entourer, quand tu crées une équipe, de personnes qui sont compétentes et qui, tu es sûr qu'ils vont réaliser tes attentes professionnellement, mais qui aussi réalisent tes attentes humainement, avec qui tu t'entends bien, avec qui, malgré vos différences, la communication primera toujours et vous pouvez vous entendre et un jour décider d'aller prendre un café et de rire alors qu'on parle pas de musique. Ça, pour moi, c'est le plus important. Si ça match humainement et que ça match professionnellement, alors là, bingo, bango, je sais pas comment on dit, banco, banco jackpot. Bah, je pense qu'on peut dire les deux, hein. On est des fous, on est des fous cet après-midi. On est des fous. Banco jackpot. Ouais, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que quand t'es... je pense notamment là, à une collaboration actuelle, c'est que maintenant, on arrive à rire de la façon dont on fonctionne, tu vois, où c'est deux profils différents, où... on va dire qu'elle est plus dans la tempérance et moi je suis la locomotive et on arrive à rire de ça, tu vois, à se brusquer un petit peu dans nos façons de faire. Elle amène beaucoup de tempérance chez moi et moi j'amène un peu d'action, bon allez on y va quoi, et je trouve que quand t'arrives, tu vois, à avoir ce discernement de ok c'est pro, il y a rien de personnel, ça y est je commence à te connaître. Et au service du projet, je me permets quand même de te montrer ça aussi, de comment tu fonctionnes chez toi. Et je trouve que en ça, c'est une belle collaboration que tu nous décris. Ouais, bah oui. C'est toujours... je me rappelle du moment où on a mixé Cœur Fantôme. Donc Nathan et Camille étaient au studio. Et eux sont tous les deux ingé son. Et moi, je suis pas du tout... comme je dis, je suis pas ingé son. Et parfois, mon côté un peu c'est ce qu'il veut disait non, mais j'aimerais plus ça, plus ci. Et donc, il me laissait faire. Et je suis revenue 3 fois sur ce que je disais en me contredisant. Mais vraiment. Et ils explosaient de rire. Et les deux m'ont entendu qu'ils n'avaient jamais changé, par exemple, les sons, pour justement voir à quel point je pouvais être têtue, pour me mettre en pleine tronche en rigolant gentiment, toujours gentiment. Et je les revois rigoler de moi en disant on était sûr, ah bon t'aimes pas, tiens c'est marrant ça. et comme tu dis, je trouve ça beau, ces moments-là, ça te fait... pour moi c'est un moment de vie, tu crées et en plus tu rigoles, il n'y a rien de plus beau, tu vois. Ouais, t'es en lien, en partage autour de quelque chose qui peu à peu devient palpable, quoi. Et surtout, ton projet avance. Ouais. Tu vois, c'est pas que des rires et de la déconnade, c'est que le projet avance, il est sorti. Tourne, la danse m'entraîne, corps à corps et flash lumière. Dans ma tête, c'est là que tu traînes, loin d'être un love éphémère. Œil pour œil, dent pour dent, 10 d'entre eux tentent une danse. À quoi ça sert, pourquoi je me mens? Aucun d'entre eux n'ont ta cadence. Cœur fantôme, cœur en chaîne, je t'attends autant que je te hais. Cœur fantôme, cœur en peine, je t'attends pourtant je le sais. Je recherche refuge dans une foule qui hurle, folle de nous, folle de toi, folle de tout, sauf de joie. Tour à tour, la horde m'emmène, cœur à cœur et genoux à terre. Dans ma tête, c'est là que tu traînes, loin d'être un love ordinaire. Pas à pas, je me ferai un chemin, creux sur creux, tout ça en vain. Quand la nuit tombe, je me souviens de toi, de nous, de nos matins. Cœur fantôme, cœur en chaîne, je t'attends autant que je te hais. Cœur fantôme, cœur en peine, je t'attends pourtant je le sais. Je recherche refuge dans une foule qui hurle, folle de nous, folle de toi, folle de tout, sauf de joie. À chaque instant, je te réclame, tout s'emballe, tout s'enflamme. Tête à tête, en solitaire, sans toi je sais pas vraiment quoi faire. Prends-moi la main, tout s'éclaire, mon cœur se dévoile, plus de mystère. Ton nom s'efface, tout est clair, mes yeux se voilent et je
tâtonne, pourtant je le sais, je recherche refuge dans une foule qui hurle. Folle de nous, folle de toi, folle de tout, sauf de joie. Cœur fantôme, cœur en chaîne, je t'attends autant que je te hais. Cœur fantôme, cœur en peine, je t'attends, pourtant je le sais, je recherche refuge dans une foule qui hurle. Folle de nous, folle de toi, folle de tout, sauf de joie. J'aimerais bien parler du fait que ce qui me bloque le plus à avancer, c'est pas tant mes doutes, et j'en ai, hein, j'arrive à les gérer plutôt. Enfin, ça prend du temps parfois, mais c'est les paroles des gens quand tu leur dis ce que tu fais dans la vie. Tu sais, ce côté. Au début, je dis. Oui, dis-moi. Du coup, ce serait comment est-ce que tu arrives à. Comment est-ce que tu as réussi à faire face, à présenter ce que tu faisais et d'observer peut-être qu'en face, tu n'étais pas crédible. Exactement. Au début, je disais je suis chanteuse. Et là, je me sentais ridicule à chaque fois que je disais que j'étais chanteuse. J'avais l'impression d'être cette petite fille de 4 ans. Je veux être vétérinaire et soigner des licornes. C'était pareil. Tu vois. Et donc, j'ai appris à dire je suis autrice-compositrice. Donc déjà, c'est un peu plus de... C'est un statut qui est reconnu par l'État. Donc, et puis, ça envoie plus que je suis chanteuse, je trouve. Et ça apporte plus de légitimité, en tout cas. Mais il y a toujours un... Je déteste maintenant dire aux gens ce que je fais, alors que je devrais faire l'inverse pour faire de la promo. Et on ne sait jamais les portes, qui on a en face de soi, les portes peuvent s'ouvrir aussi facilement en discutant. Mais certaines personnes projettent leur propre peur ou leur propre négativité face à toi, alors que tu n'as pas demandé, tu t'es juste présenté et tu as dit voilà ce que je fais dans la vie. Et ils te disent c'est courageux parce que franchement c'est pas être sûr de gagner sa vie, ou que des phrases de style mais du coup c'est quoi ton vrai métier, tu gagnes ta vie de ça mais tu vas pas gagner. Et c'est très dur en tant qu'entrepreneur, parce que je pense que les autres vous qui écoutez ce podcast et qui n'êtes pas, mais en tout cas entrepreneur, quand vous expliquez ce que vous faites dans la vie, vous prenez des risques. Parce que entrepreneur, c'est prendre des risques. Juste de déjà vouloir être entrepreneur, le statut fait très peur. Ouais, je crois qu'on s'est tous posé la question une fois, mais pourquoi je me suis mise dans cette situation-là ? Mais je trouve que le plus dur, psychologiquement, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas moi, c'est les autres. C'est ce qu'ils ressentent quand je leur dis mon métier. Oui, ce que tu abordes, c'est l'effet miroir qu'on peut renvoyer aux gens et la façon dont les gens vont exprimer leurs peurs, leurs croyances, leurs frustrations parfois. Et que tu vas te prendre en pleine tronche. Voilà, et qui vont parler à la deuxième personne, c'est-à-dire tu penses pas que, là où ça dit juste je pense pas que. Je pense pas que. Ou j'ai peur de, ou tiens tu fais ça toi et moi je suis pas assez courageux pour sauter le pas. Et ça, effectivement, ça peut arriver à la fois dans le milieu personnel et le milieu professionnel. Et l'invitation que j'ai envie de vous proposer par rapport à ce que tu évoques, Manon Sarah, c'est est-ce que vous aussi, il y a ces effets-là miroirs que vous renvoyez, juste de prendre conscience si ça vous déstabilise ou si ça vous déstabilise pas, quoi. Et comment finalement, toi, tu as pu faire avec ça, naviguer avec ça ? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que c'est toujours aussi déstabilisant ou est-ce que... Honnêtement, j'ai pas la réponse encore. T'as pas la réponse ? J'ai pas la réponse parce que là, j'ai des projets en cours, j'ai sorti 2 singles, donc j'ai 2 singles disponibles sur toutes les plateformes que je vous invite à streamer. On les mettra, on les mettra. Et puis je les... Mais du coup, j'ai quand même 2 sorties sur quoi me reposer et me dire j'ai mes petites victoires. Donc tes phrases déstabilisantes ou que ça va pas marcher, tu écoutes mes sons et tu les aimes bien, donc forcément. Mais je suis pas encore à remplir des stades et à faire 36 millions de ventes par jour et gagner plein d'argent. Donc forcément, quand t'es, je dirais, au premier quart de ton chemin entrepreneurial, quand tu as une personne en face de toi qui te met des doutes ou ses propres peurs,
T'as pas un contre Uno, une carte à lui montrer en mode bah tiens, regarde, prends un +4 parce que j'ai fait les choses et ça marche. Non, parce que c'est en cours de construction. Tu peux pas lui montrer tes exploits encore. Tu vois, mes prises de risque, mon courage que j'ai eu, maintenant ça paie. Qu'est-ce que tu vas dire à ça? Oui, et puis il y a quelque chose aussi, je trouve, qui peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que ça va vous parler à vous qui publiez sur les réseaux sociaux. Je trouve en tout cas que ça se cristallise sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de filtre et que toi, tu vas arriver, tu vas publier ta chanson sur les plateformes et puis il y a tout le taf derrière qui est étalé sur 2 ans. Hein. Tu dis que ça fait 2 ans que tu travailles là-dessus, donc ça fait 2 ans que tu travailles jour pour jour sur ce projet avec effectivement 2 preuves à l'appui, entre guillemets. Et les gens, ils vont écouter 30 secondes et puis ils vont te balancer quelque chose à l'instant T avec leur peur, leurs croyances, qui fait fi, finalement, de tout le taf et de tout l'évolution personnelle et professionnelle que tu as pu traverser derrière. Tu vois, c'est un peu... ça coupe l'herbe sous le pied de tout le travail que tu as fait derrière et qui est invisible, en fait. Et ça, je trouve que ça peut être parfois, t'as mis du temps avant de, ok, comment je publie, comment je mets en lumière, comment je fais la promo, qu'est-ce que je dis, et puis tu vas avoir un commentaire de quelqu'un qui est mal luné et qui, parce que toi t'es pas serein, va peut-être te déstabiliser, quoi. Ouais. Et le regard de l'autre, c'est encore important pour toi. Le regard de l'autre, il est important, mais quand c'est un regard qui est proche, un commentaire, j'ai pas encore reçu de commentaire négatif. Je touche du bois. Ouais. J'ai pas encore. Mais par contre, j'ai déjà eu des commentaires négatifs dans l'envoi à des radios où j'ai eu des messages de personnes qui disaient mais ton son, il va falloir que tu t'entoures de professionnels parce que il est pas bien fait ou il est mal et très dur. Et ça, j'en ai rien à faire. Ça me touche absolument pas. Ça s'appelle la subjectivité. Ça touche pas. T'aimes pas. Je ne sais pas qui tu es derrière ton mail. J'ai envoyé une radio, mais quand tu me réponds, t'es peut-être le stagiaire qui ne connaît rien. Je vais pas me prendre plus la tête avec toi. Je sais que j'ai travaillé avec des professionnels, donc j'ai rien à prouver à personne, tu vois. Et d'autres aiment, et d'autres l'ont mise directement en playlist ou l'ont diffusée sur les ondes. Donc ça, je m'en fiche. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand t'es en face d'une personne que tu viens de rencontrer ou même en famille, et que tu leur dis, bah voilà, je suis autrice-compositrice. Ah! Et c'est plus le regard quand t'es bloqué en direct avec la personne et que c'est même ses yeux qui changent et que toi t'as peur à cause de ça, tu t'oses plus dire ce que tu fais. C'est plutôt ça dont j'ai peur, le regard des autres, mais proche, tu vois, genre palpable. Le regard des autres, bah écoute, moi je sauve pas des vies, je fais de la musique, t'aimes pas, grand bien te fasse, tu vois. Ouais, pour du coup reformuler, pour que ça puisse parler et voir si vous qui nous écoutez, ça vous touche. Il y a, on va dire 2 choses. Il y a le fait que ton travail soit jugé, et toi, ça te fait pas d'effet. Non. Et ta posture, ta fonction, peut-être ton rôle dans la société, en tout cas de ce que tu expliques, on te renvoie quelque chose de oui, en fait, c'est ponctuel, t'es pas crédible. Et le temps que t'es pas légitime parce que t'as pas de preuves concrètes. Un bulletin de salaire, un sold out au Zénith par exemple, et bah tu peux pas faire foi de ton travail. T'es pas légitime. Même en ayant publié, même en ayant sorti deux Maintenant chansons. ça va, mais imagine quand j'avais pas encore sorti ni la deuxième ni la première chanson. Les gens... Oui, alors ça m'évoque un conseil qu'on m'a donné dans ma sphère personnelle. C'est d'éviter de parler, en tout cas dans un entourage qui n'est pas bienveillant. Évidemment, tes proches, j'entends le cercle très restreint. Mais on m'avait donné ce conseil-là, c'est de ne jamais parler de ce qui n'est pas sorti, de ce qui n'est pas palpable, parce que les actes parlent pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'une idée, ça peut rester une idée, une envie, un projet, ça peut rester un projet, mais qu'en revanche, un objet, une création palpable, que ce soit, je sais pas moi, un épisode de podcast ou une offre de service ou un produit ou une chanson, tant que c'est pas concret, ça peut être déstabilisant d'en parler parce que effectivement la personne en face va pas forcément avoir quelque chose de concret sur laquelle elle peut se raccrocher, et du coup les commentaires,
les commentaires qui vont suivre, c'est pas forcément très pertinent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est un peu comme parler c'est brasser du vent, quoi, en fait. Et du coup, quand on est en phase de création, on n'a pas du tout envie de brasser du vent avec des gens qui te découragent. Donc, ça te parle, Manon Sarah ? Ah, mais totalement. Ouais. Mais c'est aussi compliqué dans le sens où à quel moment tu peux parler d'un projet qui n'est pas encore sorti ? Parce que tu sais, tu dois faire de la promo et puis tu peux pas dire à quelqu'un tu fais quoi dans la vie ? Bah je fais rien. Bah comment ça tu fais rien ? Bah non mais je peux pas en parler. C'est un truc où tu fermes la conversation et j'adore dire bah j'adore mon métier, je fais de la musique, je crée et là je suis en train de faire mon premier single et les gens ils te regardent un peu avec des yeux du berlulu là, en mode mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là complètement perchée et tu vois qu'ils te jugent mais mal, très mal et toi t'es là alors que tu voulais juste partager ton kiff d'aller au studio tous les jours tu vois. Bah, je crois que si j'avais une réponse personnelle à donner, ce serait de sélectionner les gens à qui j'en parle. Et on peut pas toujours anticiper, mais en tout cas, moi, dans mon travail professionnel, et chers auditeurs, je vous invite à réfléchir là-dessus, à qui vous pouvez parler du travail en cours. Tu vois, tu le sais, il y a un cercle d'amis très restreint à qui tu peux parler de ce qui est en train de se faire, mais finalement... je dirais qu'il faut être sélectif sur l'entourage proche, pour justement rester dans cette dynamique d'encouragement et pas se faire plomber par des gens qui soit ne connaissent pas, soit n'ont pas qui n'ont pas eu comment dire, la posture pour concrétiser ce qu'ils avaient envie de faire et qui du coup vont te plomber. Ouais, ah, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai pas de réponse là-dessus. La seule réponse que je pourrais apporter, je pense pas, elle est un peu toxique. Enfin, toxique. C'est que plus je sens dans la personne qu'elle ne me croit pas ou qu'elle me sent pas capable ou qu'elle va essayer de me te dire qu'elle n'aurait pas été capable, c'est que ça me donne une force vraiment intrinsèque de tout faire pour que ça marche et pour pouvoir juste qu'elle se taise plus tard, tu vois. Ah, il y a une certaine forme d'orgueil qui te pousse. C'est pas de l'orgueil, c'est plus une sorte de... Ce sera jamais mon leitmotiv ou mon essence pour arriver à mes objectifs, mais t'as un truc de ok, tu penses que c'est difficile ou que je réussirai pas, et je repense toujours au truc que je te disais tout à l'heure, j'ai réussi à arriver en stage de fin d'études chez Chanel, sans piston, sans grandes écoles. Enfin, j'ai fait une école en master, mais j'ai pas fait l'ENA, ou j'ai pas fait, enfin pas l'ENA, mais je sais plus en général. Oui, t'as pas fait les grosses écoles de commerce type HEC, ESSEC, HEC. Exactement. Exactement. Et j'y suis arrivée. Et pourtant, déjà à l'époque, quand je cherchais un stage en marketing, on me disait déjà, mais tu verras, c'est bouché, mais enfin, change de secteur, ou alors Chanel, enfin, faut pas arriver non plus. Et je repense à ça, et je pense que c'est pas de l'orgueil, mais le fait qu'on me dise que je peux pas y arriver, alors que moi je me sens totalement capable d'y arriver, ça me pousse encore plus à le faire. J'appellerais pas ça de l'orgueil, mais plus, mon petit trait toxique. Non, je sais pas, hein, c'est une hypothèse, hein. Moi j'ai pas de... Je te le dis pour voir comment tu réagis, mais ça peut être très bien, tu vois, un peu d'orgueil, un peu d'ego de temps à autre pour pas se faire écraser. Tu vois, c'est pas... y a pas de jugement quand je dis ça. C'est juste que parfois, tu vois, parfois on a une petite voix qui dit bah merde, en fait, je vais pas te donner raison, c'est tout. Mais t'as jamais ressenti ça un jour où on te dit mais tu t'es pas capable de faire ça, tu peux pas le faire, et que toi tu dis cap ou pas cap, enfin tu sais que t'as un truc de ah tu crois que je peux pas le faire, bah chiche, je le fais. Je crois que pour répondre à ta question, moi ça m'a pas fait ça, ce truc cap ou pas cap. Moi je suis assez déstabilisée par des retours qui vont être critiques et bruts, tu vois, sans bienveillance, de je te balance ça comme ça, je suis de mauvaise humeur, et puis voilà, c'est un truc qui concerne la personne qui répond, tu vois, là-dessus, moi j'ai du mal, je peux vite être déstabilisée par ça, mais quand il y a quelque chose qui me paraît ambitieux ou impossible, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est que moi je suis tellement ancrée sur mon pourquoi fort que la question elle se pose pas de si je suis capable ou si je suis pas capable. On verra après ça, tu vois. Par exemple, quand j'ai... bon, je vais parler de ma situation personnelle, mais c'est parce que tu posais la question. Moi, j'ai eu des jumeaux et j'étais en plein dans le développement de ma boîte quand j'ai eu des jumeaux, et j'ai dû m'arrêter de 2 ans au lieu de 6 mois. Parce que physiquement,
techniquement, quand Bah, t'es oui. obligé de t'arrêter, quoi. T'es obligé de t'arrêter, t'as deux bras, une tête, un cœur. Donc, voilà. Et pour autant, comme j'avais pas envie de m'identifier simplement, toute proportion gardée, à ce rôle de maman, j'avais besoin d'un projet à côté. Et donc, dans le premier épisode de Entreprends tes rêves, pour ceux qui l'ont écouté, je raconte en fait que j'ai créé 2 podcasts pendant ces 2 ans, et ces podcasts, je les ai créés sur un temps qui était extrêmement limité, c'est-à-dire au moment où mes enfants dormaient. Où en fait tout le monde dormait. Et parfois, quand j'ai ce retour-là d'expérience auprès d'entrepreneurs, ils me disent « Ah oui, mais quelle détermination, quelle persévérance, comment t'as fait? Moi, j'aurais pas pu. » Mais tu vois, à ce moment-là, j'étais tellement ancrée sur « Ok, quand j'étais petite, je me suis fait une promesse de revenir à mes amours de radio, et c'est ça qui compte. » Tu vois, c'est pas le pas cap ou pas cap. C'est en fait, si je vis pas ça, je renonce à un truc extraordinaire, un truc qui me fait sens, un truc qui me fait vibrer. Et du coup, pour revenir à l'entrepreneuriat, je dirais que on a chacun nos moteurs, et que moi, j'entends ton cap ou ton pas cap. Et du coup, l'invitation que j'ai envie de faire aux auditeurs, c'est: est-ce que vous avez un cap ou pas cap, un petit défi ou un petit truc où vous vous dites bon, cap ou pas cap, bah cap, allez, vas-y, j'y vais. Ce serait une invitation. Un peu comme les enfants, tu vois. J'aime beaucoup cet esprit-là. C'est ce que j'entends dans ce que tu racontes. Et il y a aussi autre invitation, vraiment formulée et même ressentez dans votre corps pourquoi vous faites ça, quoi. Je suis sûre, Manon Sarah, si je te demande pourquoi tu fais ça, t'as tout de suite une sensation corporelle qui te met des papillons dans le ventre, quoi. Bah oui. Tu vois ? Ouais. Pour moi, c'est au-delà du cap ou pas cap, pour répondre. Ok. Mais c'est moi qui pose les questions, Manon Sarah. J'adore quand les... Non, mais j'adore quand les invités, ils commencent à proposer des invitations, à commencer à mener l'entretien, à poser des questions. J'adore, c'est que t'es à l'aise, tout va bien, il n'y a pas de souci, ça me fait marrer. Je te rappelle, c'est la première fois que je fais une interview, je sais pas comment on fait. Donc, je sais pas, moi non plus. Alors, voilà, j'ai tenté, je t'ai posé une question, très bonne réponse. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, c'est que j'ai surtout très à cœur que cet épisode, il soit... c'est toi qui es mise à l'honneur dans cet épisode, donc moi, c'est pas mon... Je suis pas là pour parler de moi, si tu veux, donc vraiment, c'est un temps pour toi. Donc c'est ça, c'est là où je veux en venir. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder avant de clôturer, ou tout va bien ? Tout va bien. Donc dans ces cas-là, je te propose le mot de la fin. Peut-être pour te guider un petit peu dans la réponse, c'est... Ok, ça fait 2 ans que tu as lancé ton projet, tu as 2 singles qui sont sortis, ça te fait quoi aujourd'hui d'être interviewée ? Je suis très fière. Ça peut paraître... Pas du tout. Je suis très fière parce que on a tendance à toujours vouloir regarder vers nos objectifs et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Et se poser là 30 secondes et se dire tiens, regarde un peu derrière ton épaule, qu'est-ce que tu as déjà fait ? Et qu'est-ce qui te permet de te faire vivre à l'instant T. J'ai une petite fierté. Aujourd'hui, je me fais interviewer parce que j'ai osé prendre un risque il y a 2 ans, d'arrêter la com et le market pour faire de la musique. Et depuis, j'ai sorti 2 singles, dont un qui est sorti, du coup, c'est en septembre, ça fera sortir fin juin. Donc 2-3 mois que mon 2e single est sorti. Et je suis très contente de voir tout le parcours que j'ai pu... réaliser, tout ce que j'ai pu apprendre, des nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai su m'entourer. C'est vraiment... Ouais, je suis très... Et là, aujourd'hui, de te parler et qu'on discute de mon projet, ça me fait du bien aussi. Ça me donne vachement d'élan pour la suite. Et alors, du coup, comment tu imagines la suite ? Au moment où vous écoutez cet épisode, on sera au mois de septembre. Oui. Où est-ce que tu te vois en septembre ? Peut-être avec un 3e single. Ah Challenge Cap ou pas cap. Alors en septembre, où est-ce que je me vois ? Là, je me vois pas comme ces 2 dernières années où je cherchais un peu mes marques, où je découvrais ce monde. Là, je sais d'autant plus où je veux aller et je sais comment ça marche un peu mieux. Donc je suis en train d'écrire un EP.
qui sortirait, je n'ai pas encore la date exacte, d'ici fin 2024 ou début 2025. Et en septembre, je compte faire plus de concerts que j'ai pu en faire cette année. Rencontrer mon public et puis continuer de créer et de se faire kiffer et de créer et de se faire kiffer et de faire des cap ou pas cap avec des inconnus. Ok, nouvelle invitation de Manon Sarah pour conclure cet épisode. Cap ou pas cap, quel sera le prochain pour vous? C'est très bien, j'adore. Merci à toi, cher auditeur, pour ton écoute et ta présence durant cette interview de Manon Sarah. En exclusivité, je te propose d'écouter un extrait de son prochain single qui sort bientôt. À très vite. L'amour est mort 9h17, heure de décès, trop de disquettes. En fond sonore, qu'est-ce qu'on se noie quand on y croit? Quand on y croit. Beaucoup de promesses, rien que des clous, un cœur en S. Qu'est-ce que je vois flou, de la rouille partout, l'amour sans cesse qui me fout la trouille, qui me fout les boules. Qui me fout les boules.